Bonjour tout le monde. On va mettre une jolie image au départ. Salut à tous. Euh, et bienvenue pour une nouvelle édition de notre émission Mediator at Home, notre émission du milieu de semaine. Voilà, nous nous sommes retrouvés lundi soir dernier pour parler de neutrinos et de voyages dans la glace. Alors on va rester dans un climat un petit peu froid aujourd'hui. Mais on va s'éloigner un petit peu de l'Antarctique et de la Terre. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est que l'on continue aujourd'hui pour ce Mediator at Home à jouer avec notre jeu Surviving Mars qu'on avait déjà commencé tout à l'heure. Qu'on avait déjà commencé il y a 2 semaines. Ça m'avait donné évidemment l'occasion de discuter avec vous de la planète Mars. Hein. L'objectif, c'est pas forcément uniquement de jouer pour jouer, mais aussi de se servir du jeu et de toutes les activités vidéoludiques pour pouvoir continuer à apprendre des choses ensemble. Donc trouver un juste équilibre entre tout ça. Voilà. Du coup, bonjour à vous qui arrivez tout doucement dans le chat. Salut Clepsydrae, salut Ines, salut Tienou. Il n'y a pas encore grand monde, mais on va vous laisser arriver tranquillement. Moi de mon côté, de toute façon, je vais continuer. Hein, je vais continuer. Alors c'est la dernière fois que je vais jouer à ce jeu, donc Surviving Mars. Qui est plutôt sympa, que j'aime bien en fait. Si vous aimez les jeux de stratégie, voilà, c'est un classique, mais qui est justement suffisamment réaliste et joli pour pouvoir agrémenter un certain nombre d'heures de jeu. Il n'est pas simple. J'ai repris la partie où on s'était arrêté. J'ai avancé un petit peu. Alors, je découvrais la dernière fois Surviving Mars, donc je ne suis pas un grand expert de ce jeu. Mais c'est vrai que dès qu'on continue et qu'on commence à avoir une base un petit peu vaste, ça devient rapidement assez fin. Voilà, plus le temps passe et plus il est difficile de trouver un juste équilibre entre tout ce qui nous arrive, les machines qui tombent en panne, les ressources qui se raréfient, etc. Ça demande un management assez fin, mais voilà, j'ai passé quelques bons moments dessus. Là, l'objectif, c'est pas d'aller jusqu'à la fin du jeu, mais de continuer à avancer un petit peu la partie qu'on avait arrêtée la dernière fois, et puis à parler de Mars. Salut Gabriel. Allez, du coup, hop, on se retrouve ici, vous vous rappelez, on avait... qu'est-ce qu'on avait fait? On avait commencé par aller récolter à gauche du sable, c'est-à-dire du régolithe martien, pour faire du béton, pour pouvoir commencer à faire nos constructions. Avec ce béton, on avait fait au milieu, au sud de la fusée, les éléments qui nous permettraient d'alimenter notre base en énergie, c'est-à-dire ce qui existe déjà des panneaux photovoltaïques, et puis ce qui n'existe pas encore sur Mars, mais qui pourrait tout à fait fonctionner à condition qu'on les dimensionne correctement pour Mars et son atmosphère. Utiliser le vent. Utiliser le vent là pour générer un petit peu d'énergie. Et puis à droite, on avait terminé en allant récupérer un petit peu d'eau dans le sous-sol martien et puis commencer à développer de l'oxygène. Voilà. Salut les intergalactiques et bienvenue chez nous. Voilà. On s'était arrêté là. L'idée c'était, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, l'objectif pour nous c'est d'arriver à avoir nos premiers colons qui arrivent à la surface de Mars. Et puis, si vous le voulez bien, de discuter des possibilités ou pas de pouvoir coloniser réellement Mars. Alors évidemment, on ne va pas apporter une réponse définitive, mais il y a certainement de meilleures ou de moins bonnes manières de coloniser Mars. En tout cas, j'en discuterai avec vous, vous me direz un peu ce que vous en pensez. L'objectif, c'est pas évidemment que je sois le seul à parler, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, à un moment ou à un autre, je les lirai, et puis on essaiera d'y répondre, si je peux, si je ne sais pas, je vous dirai je sais pas, et puis on continuera comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. On retourne sur le jeu.
Alors en tout cas c'est moi qui retourne sur le jeu. Hop, voilà. Donc on a nos éoliennes qui tournent bien, on a nos panneaux solaires qui suivent le mouvement du soleil. Donc pour ça tout va bien. Il y a une petite chose dont je me suis aperçu. Alors notre fusée à la Elon Musk se trouve ici. Les petits drones ont été déployés. Alors actuellement, eh bien, ils vont récupérer le béton qu'on avait formé sur la gauche et puis ils reviennent le stocker. Et justement, en termes de stockage, je me suis aperçu là quand j'ai repris la partie que vous voyez cette machine à fabriquer le béton, eh bien, on n'a pas mis d'endroit où stocker le béton. Donc du coup, la machine va s'arrêter justement parce que tout sera posé à côté en vrac. Donc on va juste, pour qu'elle continue à fonctionner correctement, rajouter un petit dépôt. Alors soit on a des dépôts qui sont universels, sur lesquels on peut poser tout et n'importe quoi, mais du coup chaque type de dépôt va être un peu limité, soit on va utiliser des dépôts qui sont spécifiques. Donc là, près d'une machine à béton, je vais poser des dépôts à béton. Alors on va en poser deux. Voilà, histoire que vraiment on puisse stocker tout ce qu'on a envie de stocker ici. Voilà, et que la machine puisse continuer à fonctionner. D'ailleurs, la fabrication de béton évidemment soulève énormément de poussière. On en avait déjà parlé la dernière fois. La poussière, c'est un élément qui est très important sur Mars, qui est et qui sera très problématique. Alors pour régler ça, on va mettre deux petites décharges. Voilà, deux petites décharges à poussière. Ici, hop, comme ça on pourra stocker un peu les cailloux, tout ça. Cette poussière, elle est aussi problématique dans le jeu, très très clairement. Vous voyez ici, on a cette machine-là qui contrôle justement, qui dirige tous les drones qui vont automatiquement aller faire des choses. Donc là, on est en train de le réparer justement, ce réseau de drones qui permet à tous ces drones de fonctionner. Et vous voyez que petit à petit, eh bien, toutes les machines, elles deviennent plutôt orangeâtres. C'est parce que la poussière, qu'on soit proche ou pas de l'extracteur de béton, eh bien cette poussière se dépose un peu partout. Elle se dépose aussi sur les panneaux solaires, comme dans la réalité. Et c'est, on l'avait dit déjà la dernière fois, très très loin d'être évident de se débarrasser de cette poussière parce qu'elle colle. C'est une poussière qui est électrostatique, donc elle a tendance à coller à toutes les surfaces. Et même, vous voyez, même des panneaux solaires qui sont inclinés comme cela, et ben la poussière colle dessus. Enfin, c'est un problème qui, si un jour on veut coloniser Mars, ne sera pas le problème le plus simple à régler. Voilà. Salut l'éléphanto et salut Albireo. Voilà, on a tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous faut alors? Une petite chose qu'on n'avait pas mis la dernière fois et qui risque de nous embêter si on ne le crée pas, eh bien c'est un détecteur de problèmes climatiques. Voilà, une tour de détection que je vais mettre ici par exemple, hop, que je vais faire construire. Donc cette tour de détection, elle est très importante parce qu'elle permet de prévenir le joueur si jamais il arrive quelque chose. Alors ces différentes choses qui arrivent dans le jeu et qui peuvent poser problème, ça peut être soit des tempêtes de sable, on en reparlera, on peut en reparler un petit peu maintenant. Tempête de sable, ça peut être des chutes de météorites. Voilà, il y a différents événements comme ça qui sont plutôt problématiques. Alors sur Mars, contrairement à un SimCity, on ne peut pas avoir de Godzilla qui vient nous détruire nos bâtiments, et puis on ne peut pas avoir de tremblement de terre non plus, parce que Mars est une planète qui est très calme d'un point de vue sismique. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement inerte. Depuis qu'on a envoyé la dernière mission InSight, on sait qu'il y a de petits mouvements dans Mars, mais qui sont très très légers. Alors pourquoi? C'est parce que Mars justement est une planète qui est plus petite que la Terre, donc elle s'est refroidie plus vite que la Terre, et donc ça a fait que son noyau s'est figé à l'intérieur de la planète. Donc il n'y a plus, comme sur Terre, la rotation d'un noyau ferreux par rapport à la surface qui pourrait éventuellement créer un champ magnétique, et puis qui pourrait créer des mouvements de convection qui alimentent des dynamiques de plaques. Alors tout ça, ça a existé sur Mars, mais maintenant tout ça c'est figé.
donc pas de problème de tremblement de terre sur Mars. Alors là le jeu, justement, le jeu me dit, tiens, pourquoi est-ce que tu nous fabriquerais pas un dôme, histoire que nos colons arrivent. Alors c'est une très bonne idée. Juste avant de fabriquer le dôme, il y a une dernière chose qu'on va faire. Vous voyez, là on a des petits générateurs qui alimentent en électricité, là des générateurs Stirling qui produisent 10 d'énergie. Le problème c'est que là encore, si jamais une météorite tombe sur mon réseau électrique, eh bien il sera coupé et je pourrai plus rien faire. Donc il y a une autre chose aussi que j'ai pas fait la dernière fois, que je vais rapidement faire, c'est de créer des grosses batteries. Voilà, des batteries qu'on va mettre ici. On va en mettre une ici et une là. Et ces batteries, eh bien, elles permettront, si jamais on a un problème avec les générateurs, si jamais les panneaux solaires sont éclatés par une météorite, eh bien, ils emmagasineront suffisamment d'énergie pour pouvoir alimenter encore mon réseau. Ça permet de le sécuriser un petit peu. Et c'est pas plus mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, nous, une bonne pluie et c'est réglé. Zut, il pleut jamais. Salut Astro Geekmat. Alors, tiens-nous. Effectivement, il ne pleut pas sur Mars. Mais ça ne change rien au fait qu'il y a des nuages sur Mars. Et quand je dis des nuages, je parle de vrais nuages, de nuages d'eau qu'on peut observer. Alors c'est bête parce que j'avais pas prévu cette question, donc il y a des images alors c'est pas des nuages, c'est pas des gros jolis cumulus bien pommelés qu'on a sur Mars, c'est plutôt des alors c'est plutôt des cirrus, donc c'est des nuages qui sont très très haute altitude, qui sont composés plus de cristaux de glace que de gouttelettes d'eau, et qui sont très très fins. Et donc Curiosity, mais d'autres missions ont déjà observé justement ces fameux cirrus d'altitude qui dérivent comme ça dans le ciel martien. Donc il n'y a pas de pluie, mais il y a quand même des nuages, très, très clairement. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pluie? Alors ça c'est assez intéressant. Je vais y revenir, on va en parler 2 secondes. Et ensuite, l'éléphanto, je reviendrai sur ta question, c'est une réponse que j'avais fait déjà la dernière fois. Concernant l'eau sur Mars, il y a une phrase assez rapide qu'on répète tous, qui est qu'il n'y a pas d'eau sur Mars. C'est faux au sens strict du terme, il y a de l'eau sur Mars. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est en tout cas ce qu'on n'a pas encore beaucoup détecté. Je prends des précautions parce que je vais en parler justement. C'est de l'eau liquide. Il n'y a pas d'eau liquide à la surface de la planète Mars. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau liquide? J'en avais parlé déjà la dernière fois, je crois. En fait, de l'eau, on en trouve dans le sol martien, parce qu'il fait extrêmement froid sur Mars, il fait moins 60 en moyenne. Donc, dans le sol martien, on sait qu'il y a de l'eau sous forme de glace. Et à quelques centimètres sous la surface, il y a déjà des missions qui ont creusé le sol, mais juste qui ont creusé un tout petit peu, et on a déjà vu de la glace comme ça. Donc il y a de la glace, et cette glace, cette eau, elle est soit sous forme de glace, soit sous forme de vapeur, mais elle ne peut physiquement pas exister à la surface de Mars à l'état liquide. Voilà. Pourquoi? Alors c'est peut-être la seule fois où je vais vous mettre un diagramme. Voilà, autant en parler tout de suite. Donc c'est ce qu'on appelle un diagramme de phase de l'eau. Vous le savez, l'eau elle peut exister sous 3 formes, solide, la glace, liquide, l'eau, et gaz, c'est de la vapeur d'eau. Sauf que souvent on a l'habitude de dire l'eau se transforme de l'état solide à l'état liquide à 0 degré et de l'état liquide à l'état gazeux à 100 degrés. C'est d'ailleurs ça qui a défini ces 2 températures, 0 et 100 degrés. Ok. Alors c'est pas tout à fait exact. En fait, tout ce que je viens de dire là, c'est vrai uniquement si l'eau se trouve dans un endroit où la pression atmosphérique est égale à la pression atmosphérique terrestre, c'est-à-dire 1 bar. Voilà, puisque l'état dans lequel se trouve l'eau et les températures auxquelles l'eau change d'état, eh bien, va dépendre de cette pression. Le changement d'état de l'eau ne dépend pas que de la température, mais aussi de la pression. Alors si vous regardez le graphique que je vous ai mis là juste à côté, eh bien, on va regarder la ligne horizontale, la ligne pointillée horizontale. Vous voyez, en ordonnée, nous avons la pression, justement, qui peut être plus ou moins importante. 1, ça veut dire une fois la pression atmosphérique terrestre.
Donc quand la pression est égale à une fois la pression atmosphérique terrestre, ensuite on va dérouler l'échelle des températures et on s'aperçoit que jusqu'à 0 degré, en dessous de 0 degré, l'eau est solide, elle est dans le bleu foncé. Ensuite, entre 0 et 100, on est dans la phase liquide, bleu clair, et au-dessus de 100, on est la phase gazeuse, donc la vapeur d'eau. Mais vous voyez que si la pression ambiante change, eh bien l'eau changera d'état à des températures qui seront différentes et qui ne seront pas forcément de 0 et de 100 degrés. Si la pression est plus forte, eh bien l'eau restera liquide un tout petit peu en dessous de 0 et elle restera liquide aussi bien au-dessus de 100 degrés. Par contre, si la pression diminue, eh bien on arrive à un niveau, là où vous avez le gros point central, là, on arrive à un niveau où, vous le voyez, l'eau ne peut plus exister à l'état liquide, et si on tombe encore en dessous, et bien là, en manipulant l'échelle de température, on n'a plus que soit de l'eau solide, soit de l'eau liquide, de la vapeur d'eau, mais on n'a plus d'eau liquide. En dessous d'une certaine pression, l'eau ne peut physiquement plus exister à l'état liquide. Et en ce qui concerne Mars, on est où dans ce diagramme? Eh bien, on est à peu près là. Voilà, la plage rouge que je vous ai donnée. C'est-à-dire que sur Mars, il n'y a pas une seule pression, hein, ça dépend si vous êtes au sommet de Olympus Mons, la plus haute montagne de Mars, ou si vous êtes au fond de Valles Marineris, la plus profonde vallée martienne. Évidemment, au fond des vallées, la pression est un peu plus forte. En haut des montagnes, elle l'est moins, mais on est dans la plage rouge que je vous ai indiquée là. C'est-à-dire que la pression sur Mars est juste trop faible pour que justement l'eau puisse exister à l'état liquide. Voilà. Si vous êtes au fond des vallées, la pression est un petit peu plus forte et on approche, c'était ce qu'on appelle ce point triple, où l'eau pourrait être liquide sur une toute petite plage de température, mais c'est quelque chose qui est assez faible. Donc voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'eau liquide, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas d'eau du tout, et c'est pour ça qu'on a des nuages de cristaux de glace, c'est pour ça qu'on a du brouillard de temps en temps le matin, c'est pour ça qu'on a de la glace dans le sous-sol martien, de la glace mélangée avec d'autres types de glace au pôle, donc l'eau, il y en a un certain nombre, ouais, il y a une certaine quantité. Voilà. On a vu les images de nuages sur Twitter, un peu comme des nuages noctulescents. Ouais, c'est ça. Alors d'ailleurs les nuages noctulescents, on les voit souvent dans les zones polaires justement, et c'est des nuages très très hauts, très fins de glace. Donc c'est un petit peu la même chose effectivement qu'on peut trouver sur Mars. Voilà. Pour l'éléphanto, on utilise dans le jeu des moteurs Stirling. Effectivement, des moteurs Stirling, c'est des moteurs thermodynamiques, c'est-à-dire des moteurs qui sont d'autant plus efficaces. En fait, c'est des moteurs qui ont besoin pour fonctionner d'une source chaude et d'une source froide. Et plus la différence entre la source chaude et la source froide est important, et plus le rendement de ce genre de moteur est important. Alors ça va alors ces moteurs, ils existent sous un tout petit format, il y a des petits jouets comme ça où on met une petite bougie et on peut les faire tourner. Mais ce sont des moteurs qu'on utilise aussi dans l'industrie, dans plein d'industries différentes. On l'a utilisé dans des sous-marins scientifiques, on l'utilise dans des satellites. C'est une manière de générer de l'énergie à partir de différences de température. Voilà. Il y a Inès qui me dit « Je ne peux que recommander la vidéo de Guillaume Doyen sur le sujet, elle est juste parfaite. » Sur quel sujet? Sur les nuages, sur les états de l'eau ou sur le moteur Stirling? Je te laisse nous préciser, Inès, de quoi tu parles. Voilà. Donc du coup, notre objectif, ça va être de mettre quelques petites batteries. Alors, des nuages noctulescents. D'accord, merci beaucoup. Je vais revenir sur le jeu et puis on va continuer un petit peu. Du coup, il me manque une dernière chose qui va être importante pour mes colons. Et c'est pour ça d'ailleurs que ici, vous voyez, j'ai récupéré un petit peu d'eau qui est là dans le sous-sol de Mars. Donc j'ai fait une station de récupération d'eau, un extracteur d'eau, et puis à côté un château d'eau pour la stocker à l'état liquide. Donc je peux stocker à l'état liquide de l'eau sur Mars, à condition de la mettre dans un conteneur hermétique dans lequel j'augmente la pression en injectant du gaz par exemple, ce qui permettra à l'eau de rester à l'état liquide dans ce conteneur. Donc c'est pas impossible, mais il faut juste que j'arrive à augmenter artificiellement la pression pour qu'elle puisse exister à cet état-là. Donc on a extrait de l'eau, et puis on a aussi
cet engin qui, à partir de l'atmosphère martienne, fabrique de l'oxygène et puis on le stocke ici. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'on envisage pouvoir faire aussi réellement à partir de l'atmosphère martienne. Donc on a de l'eau, on a de l'oxygène. Il nous manque une dernière chose dont vont vraiment avoir besoin nos colons, et c'est du carburant. Du carburant pour les fusées qui vont devoir repartir d'ailleurs, parce que cette fusée-là, il faut qu'elle reparte sur Terre pour récupérer encore d'autres éléments et revenir. On va faire un pont entre la Terre et Mars, mais pour ça, il faut que sur place, eh bien, on puisse fabriquer ce carburant. Et ce carburant, ça va pas forcément... Alors comment est-ce qu'on va faire pour fabriquer le carburant? Eh bien justement, on va le fabriquer à partir de l'eau que l'on vient de récupérer, en utilisant un principe extrêmement simple, c'est que l'eau, la formule chimique de l'eau, hein, vous le savez, c'est H2O. Donc dans une molécule d'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Voilà. Et justement, lorsque on fait réagir de l'oxygène et de l'hydrogène, eh bien ça se transforme en eau, mais ça produit de l'énergie. Et le fait de faire brûler de l'oxygène et de l'hydrogène ensemble pour produire de l'énergie, donc l'oxygène et l'hydrogène sont en soi des carburants qu'on peut extraire à partir de l'eau qu'on va décomposer dans ces éléments principaux. Voilà. Et pour ça, le souci c'est que le sponsor que j'ai choisi pour aller sur Mars ne me donnait pas de machine pour fabriquer le carburant. C'est pour ça que je vais devoir aller sur Terre et demander à la Terre un ravitaillement. Je vais demander une fusée cargo. Et dans cette fusée cargo, je vais lui demander de m'amener donc une deuxième fusée dans laquelle je vais pouvoir justement amener cette usine à fabriquer le carburant, parce que je ne peux pas pour l'instant la fabriquer sur place. Je n'ai pas débloqué encore la compétence, je pourrais le faire plus tard pour fabriquer ça. Donc je vais dans les bâtiments préfabriqués et je vais demander de me mettre une raffinerie de carburant dans la fusée, voilà, qui sera là et qui devra me ramener ça. Je vais ramener un petit réseau de drones, ça va être sympa. Des générateurs Stirling, je vais en prendre un ou deux de plus. On n'a jamais assez d'électricité. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Une usine à polymère, pourquoi pas, j'en aurais besoin plus tard. Ouais, peut-être pas tout de suite, on va revenir. Et puis j'ai besoin d'une certaine quantité d'éléments. Alors justement, ces fameux polymères, j'en ai besoin d'au moins 30. Je vais prendre des pièces détachées parce que j'en ai besoin pour réparer tous mes éléments. Un petit peu d'électronique aussi. Une ou deux sondes orbitales pour dévoiler un petit peu de terrain. Et ce sera déjà pas mal. Polymères, des générateurs, des pièces détachées. Voilà, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Et maintenant, eh bien, je vais lancer cette fusée depuis la Terre. Hop, elle est partie. Et puis, je vais attendre qu'elle arrive. Ça va prendre un certain temps. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai un autre filon d'eau. Donc ça c'est très bien. Dans ce jeu, quand vous ne trouvez pas des filons d'eau, c'est la galère. C'est vraiment très très problématique. Pour que cette fusée puisse atterrir, je vais aussi devoir faire quelque chose, c'est-à-dire construire une base d'atterrissage de ma fusée. Alors ça c'est très très important, parce que si je ne construis pas de base d'atterrissage, eh bien vous voyez la fusée qui ici a atterri, en dessous, eh bien, elle a produit énormément de poussière, et toute cette poussière, eh bien, elle va se déposer sur tous les éléments de ma base, et elle va accélérer l'usure de mes éléments. Donc c'est pour ça que je construis cette base, je vais en construire deux. Je ne sais pas si on aura le temps de jouer avec les deux, mais voilà. Hop. Ça va permettre donc aux fusées d'atterrir sans souffler de poussière sur le reste de ma base. Voilà. Je reviens un petit peu vers vous pour voir si vous m'avez posé des questions. Bonsoir Générali, comme un caisson hyperbare pour garder le liquide. Oui, oui c'est ça, c'est compliqué ce jeu quand même, rien qu'à savoir ce qu'on a besoin. Alors, là j'utilise le jeu pour raconter plein d'autres choses, mais en réalité, on n'a pas besoin dans ce jeu de savoir quoi que ce soit sur les diagrammes de phase de l'eau pour pouvoir jouer au jeu. C'est-à-dire que nous, on sait juste que il faut de l'électricité, donc on met des panneaux solaires, il faut de l'eau, de l'oxygène, du carburant,
du béton. Si on l'a sur place dans la fusée, on les construit. Si on les a pas, on les commande depuis la Terre, on les amène et là on peut les construire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Après, moi je me sers du jeu pour vous raconter des trucs, mais on n'est pas du tout obligé de savoir tout ça pour jouer au jeu, hein, clairement. Et après, il y a un tutoriel. Donc évidemment, le tutoriel t'explique. Tu passes 20-25 minutes au début et il t'explique les éléments principaux, ce que je suis en train d'utiliser dans le jeu. Donc en fait, en réalité, c'est très simple. Une fois que tu as fait le tuto, tu sais exactement de quoi tu as besoin et tu peux te lancer à la découverte de Mars. Tu vois. Voilà. Alors, t'es perdu parce que je raconte plein de trucs. C'est pour ça que je fais pas, ce que je disais, je fais pas la promotion uniquement du jeu, je parle d'autres choses. Mais dans le jeu, une fois que tu as lancé le tuto, ben, tu connais les 4 ou 5 éléments nécessaires, et puis hop, vogue la galère, c'est parti. Pour jouer au jeu, il faut avoir bac plus 7 en sciences. Et ben non, justement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu permet de parler de plein de choses. Et surtout, évidemment, de la conquête spatiale. Donc j'attends que ma fusée soit là. Donc vous voyez, ma fusée, 22%, donc elle est en route vers Mars. J'ai déjà une base ici qui a été construite, c'est très bien. Ma fusée va arriver. Je pourrai dès lors construire du carburant et avec ça, je pourrai démarrer la construction de ma base et je serai super content. En attendant, ici, j'ai une météorite ferreuse, voilà, qui est là, qui m'embête un peu, elle est sur mon chemin. Donc je vais aller demander à mon transport télécommandé de récupérer les éléments qui sont là et d'aller les rapporter ici. Voilà, allez, c'est parti, petit bonhomme, vous voyez, il est là-haut. Donc lui, il va aller miner tout ça. Ah, ça c'est un événement aléatoire. Le QG de mission de la Terre a décidé d'augmenter les capacités d'expansion de la colonie en fournissant une nacelle de ravitaillement prioritaire. Il embarquera un rover de transport télécommandé prêt à servir dès son arrivée. On attend votre feu vert. Bien sûr, on a toujours besoin de vos transports. Je préfère une aide financière. La technologie optimisation des transports ne fait pas l'objet de recherche. Pourquoi ne pas plutôt améliorer la technologie de transport? Je vais améliorer la technologie de transport parce que j'ai ce qu'il me faut. Par contre, ça serait bien qu'ils puissent en prendre plus et aller plus vite. Voilà. J'ai toujours évidemment mon onglet de recherche dans lequel je peux choisir de mettre la priorité pour débloquer un certain nombre d'éléments au fur et à mesure du jeu. Donc je vais prendre ceci. Protocole de mise hors de service, ça c'est très écologique. Ça me permet lorsque par exemple j'ai terminé d'exploiter le béton d'une ressource de béton, bah, ça me permet de détruire ce bâtiment, de récupérer un certain nombre d'éléments qui m'ont été utiles pour le construire, et de faire place nette, et donc de ne pas laisser des vieux bâtiments qui rouillent sur la surface de Mars. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà, très bien, et bien écoutez, ça c'est parfait. Voilà, on va accélérer un petit peu le temps pour que notre vaisseau arrive. Alors pendant que le vaisseau arrive, je vais juste vous parler d'une autre chose. Alors c'est une autre question que vous m'avez posée la dernière fois, mais à laquelle j'avais pas eu le temps de répondre. Hop, je reviens vers vous. Combien de temps dure la nuit martienne? Alors oui, sur Mars, donc sur la Terre, le cycle journée, on appelle ça une journée. Donc une journée, c'est en gros 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Une journée dure 24 heures. Sur Mars, Mars est une planète qui tourne à peu près à la même vitesse que la Terre, à peu près. C'est-à-dire qu'elle fait un tour sur elle-même, pas en 24 heures, mais en 24 heures et 40 minutes. Donc c'est quasiment le même temps que la Terre. Donc on a en gros un peu plus de 12 heures de jour et un peu plus de 12 heures de nuit. Donc en ce qui concerne le mouvement diurne, c'est très similaire entre la Terre et Mars. Donc si jamais un jour des colons vont sur Mars, ils seront certainement pas dérangés par le cycle du jour et de la nuit sur Mars parce que c'est quasiment la même chose que sur Terre. Voilà. Par contre, vous avez vu tout à l'heure, je vous avais montré que j'avais mis des batteries. Voilà. Et ici, on a toutes les sources énergétiques du jeu, donc éolien qui est ici, photovoltaïque qui est là, les moteurs Stirling et des batteries. Alors il y a un élément qu'on pourra débloquer plus tard éventuellement, mais que nous on utilise aussi et beaucoup dans la réalité, et je voulais quand même avoir l'occasion de vous en parler. Pour fournir de l'énergie sur Mars, il y a deux moyens en gros actuellement. Celui dont on a déjà parlé la dernière fois, c'est-à-dire les panneaux solaires, qu'on avait sur Opportunity, sur un certain nombre de missions, qu'on a en ce moment avec Insight, la mission Insight.
Et puis il y a aussi un autre moyen pour produire de l'énergie sur Mars, qui est aussi assez intéressant, et c'est ce qu'on appelle les RTG. Ça, c'est une photo de l'arrière du rover Curiosity. Le rover Perseverance, qui est arrivé il y a quelques semaines sur Mars, a exactement le même. Alors le RTG, c'est l'espèce de tube blanc avec les ailettes carrées qui sont à l'arrière du rover. Un RTG, ça veut dire thermogénérateur à radioisotope. Et en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un autre moyen de fournir de l'électricité qui, justement, ne va pas dépendre du cycle jour-nuit, parce qu'avec les cellules photovoltaïques, c'est bien, mais la nuit, du coup, vous ne pouvez plus faire fonctionner votre robot, vous êtes obligé d'attendre que le soleil se lève, et qui aussi ne va pas avoir de problème avec cette poussière qui se dépose sur les panneaux solaires et qui réduit la quantité d'énergie que la mission peut produire. Pour éviter tout ça, on utilise ce truc-là. À la base, le principe, c'est d'avoir une source de chaleur à l'intérieur. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle des thermocouples qui vont convertir la chaleur en électricité. Alors certains d'entre vous vont me dire, c'est bien la chaleur, mais sur quelle prise on se branche pour avoir de la chaleur? Eh bien, on n'utilise pas de prise, on utilise des petits palets de plutonium. Voilà, puisque l'uranium, le plutonium et d'autres éléments radioactifs, justement la radioactivité, si vous avez une masse d'éléments radioactifs suffisamment importante, eh bien cette radioactivité naturelle va naturellement chauffer votre palais, votre morceau de matière, surtout si vous l'enrichissez un petit peu, plus vous l'enrichissez et plus en fait ça va créer de la chaleur. Et c'est ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires classiques sur Terre aussi, on utilise cette chaleur. Et donc là, on va utiliser la chaleur que produit naturellement ces palets de plutonium qui ont été insérés à l'intérieur du RTG, et ça va permettre pendant plusieurs dizaines d'années de produire de l'électricité. Alors on ne peut pas en produire une quantité colossale, et c'est ça qui est quand même assez fou. C'est la puissance électrique que produit ce RTG. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est le RTG de Curiosity, avant qu'il ait été installé sur le robot. Donc vous voyez, ça fait 1 mètre de haut, c'est relativement lourd, c'est relativement gros. Et ça fournit une puissance de 100 watts. Donc 100 watts, c'est ce qu'il faut pour alimenter une ampoule électrique. Voilà. Et avec 100 watts, vous alimentez un rover scientifique, une plateforme scientifique de plus d'1 tonne, avec tous les éléments. C'est-à-dire que vous avez l'électricité pour qu'il bouge, l'électricité pour faire des photos, l'électricité pour faire des expériences, l'électricité pour tous les besoins. Vous voyez à quel point ce genre de rovers sont des merveilles d'ingénierie, parce qu'on a une optimisation de la puissance électrique absolument colossale. Alors, on n'a pas que le RTG qui fournit de la puissance électrique, on a aussi des piles à lithium qui sont aussi, il y a 2 piles lithium-ion qui sont dans le rover et qui vont accumuler aussi de l'énergie et qui permettent de fournir un peu plus d'électricité lorsque justement on a besoin de faire fonctionner un certain nombre d'éléments scientifiques qui consomment beaucoup d'énergie. Voilà, on peut monter jusqu'à 800 ou 900 watts. Mais la source unique d'énergie, outre les batteries qui la stockent, c'est ce fameux RTG. Ouais, une Twingo à 100 watts, c'est exactement ça. Tu prends une Twingo et tu lui donnes 100 watts d'énergie, donc tu lui donnes une ampoule électrique, et tu dois faire fonctionner ta Twingo avec ça, sur une autre planète, à 200 millions de kilomètres de distance. Voilà, avec tous les éléments. C'est assez fou. C'est assez fou. Donc voilà, ça me paraissait intéressant. Alors, quand est-ce qu'on se sert des RTG? La plupart du temps, on utilise pour les sondes spatiales des panneaux solaires. Les RTG, c'est soit quand on veut utiliser des rovers comme Curiosity avec des problèmes de sable, ou qu'on veut l'utiliser nuit et jour. Un autre élément aussi, c'est lorsque vous envoyez une sonde très loin dans le système solaire, tellement loin qu'en fait l'énergie lumineuse du soleil est trop faible pour utiliser des panneaux solaires. Donc typiquement là vous avez un autre RTG. Alors le RTG il se trouve sur la partie gauche de l'image, donc c'est le gros bidule noir. Donc là encore, même technique, un RTG qui a été installé sur la mission Cassini-Huygens,
qui avait été envoyé autour de Saturne et qui est resté une dizaine d'années là-bas pour étudier la planète Saturne. Donc pareil, si on va trop loin dans le système solaire, qu'on est trop loin du Soleil, là on est à 1,5 milliard de kilomètres du Soleil chez Saturne, hop, on utilise un RTG et comme ça on a une source d'énergie constante qui diminue très très légèrement avec le temps, mais qui permet de faire à peu près tout ce qu'on a besoin de faire. Donc voilà les deux sources d'énergie principales que on utilise pour aller sur Mars ou ailleurs dans le système solaire. Allez, hop, qu'est-ce que je voulais faire moi? J'ai ma fusée, 87%, elle va bientôt arriver, c'est très bien, je suis content. J'ai mes batteries ici qui ont été mises en place, elles sont pleines, donc c'est très bien, elles ont emmagasiné pas mal d'énergie. J'ai tous mes éléments qui sont bons, j'ai mes petits rovers qui fonctionnent. J'ai mon petit rover ici qui a terminé de balayer le métal que j'avais là. J'ai pas de problème, je vais pouvoir accélérer maintenant le jeu. Sauvegarde automatique, ok. Je vais accélérer le jeu, voilà, et puis 93, 14, 95%, donc très rapidement, on va avoir cette fusée qui va pouvoir arriver avec les éléments dont j'ai besoin, ça y est. Et du coup, on va pouvoir la faire atterrir, évidemment on va la poser sur une des pistes d'atterrissage pour pas trop nous embêter. Ouais, je vais peut-être mettre quelques dépôts pour pouvoir justement rapidement poser les éléments dont je vais avoir besoin, décharger la fusée. Hop, voilà. Et puis dès que la fusée aura atterri, alors elle se trouve où cette fusée? Elle est là. Dès que la fusée aura atterri, pardon, et ben on pourra construire ce générateur de carburant et puis on pourra démarrer la construction du dôme. Alors d'ailleurs le dôme, il est assez long à construire, donc je vais le lancer tout de suite. Hop, je vais lancer un gros dôme, voilà, qui est ici. Donc c'est là-dedans que mes colons vont pouvoir vivre. Tac, voilà. Hop, ma fusée vient d'atterrir. Et du coup, eh bien, comme elle atterrit, j'ai à disposition maintenant, il est où? Il est là, j'ai à disposition une raffinerie de carburant, celle que j'avais commandée, que je vais pouvoir poser ici. Tac, donc elle sera alimentée avec de l'électricité. Et puis je vais aussi la relier par des tuyaux au reste de mon réseau. Voilà. Tac et tac. Ok, super. Donc je vais pouvoir fabriquer du carburant. Et du coup, eau, carburant et oxygène, et bien tout ça, on va pouvoir le relayer et l'envoyer, hop, comme ça, sur ma base. Base qui va me permettre enfin d'avoir des gens qui vont arriver dessus. Et puis on va pouvoir rediscuter un peu de ça. Évidemment, dans ma base, donc tous les fluides arrivent maintenant par les tuyaux. Alors effectivement, on a un tuyau qui emmène tout en même temps. L'eau, l'oxygène, le carburant, tout est envoyé dans le même tuyau. Ça, dans ce jeu, on fait pas de chichi, pas de différence entre les deux. Il faut par contre que j'étende le réseau électrique aussi pour alimenter en électricité ma base. Et puis voilà, on est pas mal. On va attendre maintenant que mes petits drones amènent. Alors il me faut quoi? Il me faut du béton, c'est marqué à droite, 80 unités de béton, 20 unités de métaux, 10 unités de polymère. Il y en a quelques-uns que j'avais déjà ramenés dans ma deuxième fusée, j'avais un peu anticipé le truc, donc du coup ça rend les choses plutôt intéressantes. Bon bah écoutez, on a tout, c'est pas mal. Bâtiment non fonctionnel, et ben on est en train de le construire. Bâtiment non fonctionnel, c'est ma raffinerie carburant parce qu'il faut encore terminer de construire les tuyaux. Voilà, très bien. Ok, super. Alors, pendant que ma base est en train de se construire, j'amènerai des colons un petit peu plus tard. Une autre petite chose, alors, je vais revenir d'abord vers vous. On peut faire fonctionner Persévérance avec un homme, des pédales et une dynamo de vélo.
Oui, oui. À condition que tu arrives à faire en sorte que ton homme ne respire pas, ne perde pas d'énergie, ne meure pas de froid, d'asphyxie, de brûlure à cause des rayons cosmiques, ce qui est déjà pas mal. Donc effectivement, c'est mieux un robot quand même pour l'instant, clairement. L'extension pour terraformer Mars est plutôt sympa, elle ajoute pas mal de fonctionnalités. Oui, mais déjà, je débutais le jeu, donc je voulais pas rajouter des extensions alors que je maîtrisais pas forcément le départ. Et puis en fait, une autre chose, c'est que je trouvais qu'il y avait largement assez de choses à discuter avec les éléments de base pour pas avoir à prendre des DLC. Mais effectivement, il y a des extensions qui permettent de changer un certain nombre de choses. Déjà, ici, on peut terraformer, enfin, on peut pas terraformer, mais on peut si on peut changer le terrain, donc on peut aplanir le terrain, faire des creux, faire des bosses, etc. Mais on peut rien faire de plus. Par contre, effectivement, dans les extensions, on peut aller beaucoup plus loin et faire de la terraformation, c'est-à-dire changer la composition de l'atmosphère, mettre des plantes, etc. Ce qu'on ne peut pas faire dans la version de base. Juste en attendant que ma base termine de se construire, du coup j'ai à peu près tout ce qu'il me faut là, je voulais juste vous parler une dernière fois de l'eau. J'ai bien fait attention à dire une chose, qui est très importante, c'est que je vous ai dit qu'il n'existe pas d'eau à l'état liquide à la surface de Mars. Et je pèse mes mots, parce qu'en fait, on l'a dit, pour que l'eau existe à l'état liquide, il faut une pression suffisamment importante. Pression qui n'existe pas à la surface de Mars, qui est trop faible à la surface de Mars, puisque la pression atmosphérique martienne, c'est 1 centième, 1/2 centième, ça dépend, on va dire 1 centième, c'est l'ordre de grandeur, 1 centième de la pression atmosphérique terrestre. Donc l'atmosphère de Mars est très faible, il y en a très peu. Euh, Par contre, rien n'interdit que dans les profondeurs du sol martien, là la pression soit suffisante pour que éventuellement l'eau puisse effectivement exister à l'état liquide, qu'elle puisse goûter sur les parois de certaines grottes par exemple, ou d'autres choses. Ça c'est pas du tout interdit. On l'a pas détecté, mais c'est pas du tout impossible, puisque c'est toujours une question de pression. Donc quand je dis eau liquide impossible, c'est à la surface. Par contre, en dessous, alors je dirais pas qu'on n'en sait rien. Justement, je vais vous montrer une dernière petite chose là pendant que ma base se construit. Ça a fait un grand émoi il y a un certain temps. C'est le fait que autour de Mars, il n'y a pas que des rovers sur Mars, il y a aussi des satellites qui sont dans l'espace, qui tournent autour, et il y a un de ces satellites qui s'appelle Mars Express, qui étudie Mars. Et cette sonde spatiale, eh bien, elle est équipée d'un radar, ce qu'on appelle un radar à pénétration de sol. Donc on envoie une impulsion radar, et en fait cette impulsion radar, elle pénètre le sol sur quelques kilomètres de profondeur, et elle rebondit sur les différentes couches qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu le même principe qu'une échographie, sauf qu'une échographie on fait ça avec du son, avec des ultrasons, alors qu'un radar c'est un peu différent, mais c'est ça. On regarde les échoradars rebondir sur le sous-sol martien, et donc on peut avoir une image, on peut faire une imagerie du sous-sol. Et en faisant ça, en 2018, il y a eu une annonce qui était assez chouette. Je vous la montre, elle est là, voilà. Il se trouve que Mars Express, alors là à droite vous avez l'image du pôle martien, et donc alors on n'avait pas regardé pile poil sur le pôle, c'était un petit peu à côté, et donc Mars Express avait regardé justement cette zone polaire, et donc ce que vous avez à gauche c'est une coupe en verticale du sol martien, et ce que vous avez donc à la surface c'est de la glace. On l'avait dit la dernière fois, les glaces des pôles de Mars, c'est pas de la glace d'eau, c'est essentiellement de la glace de dioxyde de carbone, du dioxyde de carbone sous forme solide, parce qu'il fait extrêmement froid, donc c'est l'atmosphère de Mars qui gèle, et donc ça forme de la glace, qu'on appelle de la glace carbonique sur Terre, et qui existe, enfin qu'on peut produire aussi sur Terre, mais pas naturellement. Donc sur Mars, cette atmosphère gèle et provoque donc une croûte de glace assez épaisse, de plus d'1 kilomètre d'épaisseur. C'est un mélange de glace carbonique et de glace d'eau. Voilà. Et ce que vous avez là, donc sur le premier kilomètre et demi de profondeur, c'est des couches. Alors c'est des couches alternées de glace et de poussière.
Voilà. Donc des couches stratifiées comme ça, qui correspondent aux différents cycles de gel-dégel saisonniers. Et puis arrivé à 1,5 km de profondeur, eh bien, on a le sol, le substrat rocheux de Mars que l'on voit en dessous. Et si vous regardez bien sur l'image, on a mis en bleu une petite couche très très fine entre la couche de glace et le sol. Et cette couche très très fine, eh bien, c'était assez curieux parce qu'elle réfléchissait les ondes radar beaucoup plus que ce que devrait réfléchir une interface normale entre de la glace carbonique et du sol. Et grâce à ça, on en a déduit que justement ici, au pôle martien sous la croûte de glace, eh bien, il y avait une très fine couche liquide. Donc on pense qu'il s'agit effectivement d'eau liquide. Alors les grands titres ont titré On a découvert un lac d'eau liquide sous Mars. Alors c'est très très discutable. D'abord parce que pour que ce soit un lac, il faut que ce soit relativement profond. Or cette couche-là fait quelques centimètres, voire dizaines de centimètres d'épaisseur au plus, donc c'est plus une flaque qu'un lac. Et puis là encore, a priori, c'est pas de l'eau pure, c'est de l'eau mélangée à plein de trucs. C'est une sorte de saumure, une eau chargée de sel. Alors pas le sel de table que nous on a, mais une eau chargée de sulfate, de peroxyde, de tout un tas de dégueulasseries chimiques dont le sol martien est très riche, qui fait une espèce de saumure qui l'aide justement à rester à l'état liquide en dessous de cette croûte de glace. Donc voilà, il y a peut-être ici, là, de l'eau, mais certainement pas de l'eau claire qu'on pourrait boire comme ça. Voilà. Mais je trouvais cette image relativement intéressante. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser. Hein. On est là pour ça. Hop, je reviens sur mon jeu. Alors, j'ai... Ouais, ça avance pas très vite. On va se mettre en accéléré. On va avancer rapidement. Du coup, moi, je vais avoir envie aussi d'amener des colons à la surface de Mars. Donc on va attendre un tout petit peu que le dôme progresse, et puis ensuite la dernière chose qu'on va faire, eh bien, c'est commander depuis la Terre un autre vaisseau, un troisième vaisseau qui lui ne sera pas chargé de victuailles ou de matériaux, mais qui sera chargé de gens. On ne peut pas commander les deux, c'est soit on commande des matériaux, soit on commande des colons, et on va avoir, moment historique, notre première arrivée de colons à la surface de Mars. Évidemment, on va fêter ça tous ensemble, qui pourront certainement rentrer à l'intérieur de notre fameux dôme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va être assez chouette. Et puis on terminera, si vous voulez bien, par parler justement des solutions technologiques qui ont été imaginées là pour ce dôme. Solutions que je trouve discutables, qui sont compréhensibles, mais qui sont discutables. D'ailleurs, on peut en parler maintenant, si vous voulez. Dans ce jeu, on a décidé que les bases humaines seraient des dômes comme ça pressurisés dans lesquels on peut injecter de l'oxygène, une atmosphère oxygénée en tout cas, et qui peut protéger nos fameux colons des rigueurs martiennes. C'est possible, mais ça me semble extrêmement risqué de choisir cette solution. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est risqué de choisir cette solution? Simplement parce que justement il s'agit d'un dôme transparent. Donc évidemment il ne s'agit certainement pas du verre, il s'agit d'un autre matériau qu'on a peut-être développé dans le futur et qui est très résistant, mais qui je ne pense pas sera assez résistant pour deux choses qui risquent de mettre en péril la vie de nos astronautes. Vous le voyez, le premier, hop, voilà, ça c'est une vision complète du jeu lorsque tout est bien construit. Donc ces jolis dômes transparents. Pourquoi est-ce que c'est compliqué à marcher? Alors impression 3D, c'est pas expliqué dans le jeu. Pourquoi pas? Impression, oui, c'est des drones qui les fabriquent, donc c'est certainement de l'impression 3D. Pourquoi ça me paraît dangereux? La première chose, c'est que sur Mars, et ça existe dans le jeu de temps en temps, on nous alerte qu'il va y avoir des pluies de météorites.
Sur Mars, on reçoit plus de météorites, on reçoit des météorites plus grosses, et on les reçoit relativement fort à la surface, parce que justement, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'atmosphère de Mars est beaucoup plus faible que l'atmosphère terrestre. Or, sur Terre, ce qui nous protège d'une partie des météoroïdes qui tombent sur la Terre, c'est justement cette très large épaisseur qui fait que beaucoup de météoroïdes, c'est le nom qu'on leur donne quand ils sont encore dans l'espace, beaucoup de météoroïdes qui arrivent sur Terre vont rentrer dans l'atmosphère, et à la vitesse où ce genre de truc tombe, c'est plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, eh bien le frottement contre l'atmosphère est tellement intense que ça élève la chaleur de ces roches à plusieurs milliers de degrés, et que la plupart se vaporisent à cause du frottement dans l'atmosphère. Sur Mars, il n'y a quasiment pas d'atmosphère, donc il n'y a quasiment pas de frottement. Donc quasiment tout ce qui arrive de l'espace arrive jusqu'au sol, en tout cas beaucoup plus. Donc ça me paraît relativement problématique déjà pour ça, parce que nos dômes, ils ont intérêt à être blindés contre des tonnes de roches qui arrivent à plusieurs kilomètres par seconde, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres heure. Je ne sais pas comment est-ce que ces dômes pourraient résister. Maître Cantard, tu as raison, les rayons cosmiques, c'est un autre problème. L'univers, le soleil, arrose le système solaire avec des pluies de particules qui peuvent être très dangereuses pour la santé. Alors nos colons, ils auront déjà passé 6 à 7 mois dans l'espace à être complètement arrosés par ces rayons cosmiques. Donc s'ils arrivent vivants sur Mars, il faudra là encore les en protéger, puisque ce rayonnement est beaucoup plus important à la surface de Mars qu'à la surface de la Terre. Là encore, parce qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars pour dévier ces particules, et qu'il y a une atmosphère qui est très faible aussi pour les arrêter. Donc tout ce qu'il y a sur Terre, il y en a très peu sur Mars, et donc ça pose un problème. Et puis, il y a une dernière chose qui, moi, me pose souci. C'est simplement le fait que, justement, eh bien, on va... regardez, on est en train de construire ce dôme, ça y est. Hop. Nos drones ont terminé de tout monter. Et voilà. Ça y est, mon dôme est prêt. Il est là, et on va pouvoir maintenant appeler les colons. Alors, je vais appeler les colons, et puis... tiens, on va faire démarrer, on va refaire décoller cette fusée vers la Terre parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà, et puis on va appeler la Terre et on va lui dire vas-y, c'est bon, amène-nous des gens. Alors, pareil, j'aime beaucoup dans ce jeu. On a 12 colons qui vont arriver en premier sur Mars. Alors, on a déjà leur nom, on a Sacha Tarasova, on a Litsi Dayton, on a Anming Yen, Mikaela Katrakova, Théo Walin, Kunyang. Donc à chaque fois vous avez un petit CV des différentes personnes qui viennent, leurs traits, donc certains sont végétaliens, certains sont solitaires, enthousiastes, calmes, et justement on peut dans ce jeu créer des filtres si on veut sélectionner des gens par groupe d'âge. Par exemple ici je peux vouloir obligatoirement ou pas du tout des enfants, donc là je veux pas des enfants pour mes premiers colons, clairement. Des adolescents ça me va, des adultes ça me va, des adultes d'âge moyen et commencent à être un peu trop vieux, j'en veux pas pour ma première génération, des seniors non plus. Voilà, on peut sélectionner les types de colons qu'on veut, donc on peut appliquer tout ça. Et puis on peut aussi, alors ça c'est assez intéressant, on peut les sélectionner par groupe d'âge. On peut les sélectionner par spécialisation, par sexe, si vous voulez que des hommes ou que des femmes. Il ne paraît pas très judicieux de sélectionner à cette étape-ci un seul sexe, mais pourquoi pas. Et puis on peut aussi les sélectionner par défaut, parce qu'évidemment ils vont avoir des défauts. Certains seront alcooliques, seront lâches, seront gourmands, hypochondriaques. Donc il y en a certains déjà qu'il ne faut absolument pas. Typiquement ceux qui ont le trait idiot, quand ils travaillent sur une machine, ils ont 10% de chance de causer une défaillance sur cette machine. Donc je ne veux pas d'idiots. Par contre, on peut pas dire non pour tout le monde, donc il faut en garder un certain nombre. Donc on va sélectionner ceux qu'on veut vraiment pas. Et puis on applique tout ça. Et une fois qu'on est bon, une fois que tous les traits sont ok, et ben on peut lancer cette première fusée. Il y a 12 passagers à bord, mais la colonie ne peut accueillir que 0 nouveaux résidents. Ouais, on va y arriver, t'en fais pas. On lance quand même. D'ici là, on aura le temps de préparer la base. Hop. Allez. Notre vaisseau redécolle, on n'a plus besoin de lui, voilà, et maintenant on va attendre
que nos colons arrivent. Alors en attendant qu'ils arrivent, je vais quand même équiper un petit peu mon dôme, parce que là pour l'instant il n'y a rien à l'intérieur, donc c'est vrai qu'ils vont être déçus quand ils arrivent. Du coup, dernière chose que je vais faire là pour aujourd'hui, je vais mettre à l'intérieur de mon dôme. Alors il faut un certain nombre de choses. Pareil, hein, on peut avoir, il va falloir qu'il respire, il va falloir qu'il s'éduque, il va falloir qu'il mange, il va falloir qu'il joue, il va falloir qu'il se détende, il va falloir qu'il travaille. Donc il y a toute une simulation de vie, on est vraiment sur les Sims sur Mars dans ce jeu. Les premières choses vraiment importantes, je vais commencer par mettre un ensemble d'habitations pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent dormir. Et puis je vais rajouter quoi? Alors pour qu'ils soient un peu heureux, je vais rajouter un bar de l'espace. Voilà. C'est important le bar parce que s'ils dépriment, ils pourront rien faire, voire ils vont déprimer totalement. Donc il faut vraiment qu'ils soient heureux mes colons. Et puis je vais rajouter une petite épicerie pour qu'ils puissent manger. Voilà, hop. Voilà, là on a la base, et d'ici à ce que le vaisseau arrive, et ben mes petits robots là vont construire tous ces éléments, ce qui fait que tout sera prêt quand la fusée arrivera. Voilà. Une ville souterraine est certainement plus viable. Oui, c'est là où je voulais en venir. Camping à la presque belle étoile sur Mars, franchement, je vois pas en quoi ils seraient déçus. Ils seront pas déçus, surtout ils seront pas déçus si tout ça se détruit en 2 temps 3 mouvements. Alors je suis d'accord avec vous, là je vais laisser la construction se faire. Je suis d'accord avec vous, pour moi une solution qui est bien meilleure, c'est au lieu d'avoir des dômes, c'est d'utiliser le fait, et ça on le sait, on a des photos et des images, sur Mars comme sur d'autres planètes, eh bien il y a ce qu'on appelle des tubes de lave. C'est quoi des tubes de lave? Eh bien sur Terre aussi, il en existe des tubes de lave, vous voyez ici par exemple. Il se trouve que dans certains types de volcanisme, eh bien, la lave va couler dans des tubes. Voilà. Et puis une fois que l'éruption s'est terminée, eh bien, la lave se tarit et il reste des tubes souterrains, comme ça, complètement vides, qu'on peut explorer, qu'on peut étudier, etc. Et ces tubes souterrains d'anciennes coulées de lave, eh bien, il y en a sur Terre, il y en a sur la Lune, on a déjà observé sur la Lune, et on en a observé aussi sur Mars. Vous voyez ici par exemple, ce que vous avez en bas, ces espèces de trous en ligne, et bien en fait c'est le tube de lave souterrain dont le plafond s'est effondré à certains endroits. Donc c'est ça qui permet justement de savoir qu'il y a ces fameux tubes de lave. Et ça pour le coup c'est vachement intéressant parce que la nature a déjà creusé un habitat souterrain qui permet justement d'être protégé par la surface, par les mètres de terre qu'il y a au-dessus, des rayons cosmiques, d'éventuelles chutes de météorites. Là il faudrait vraiment pas avoir de chance pour que ça nous tombe dessus, mais principalement justement des conditions martiennes, le froid extérieur, les rayons cosmiques, les rayonnements solaires quelconques, les ultraviolets, tout ça qui peut être relativement dangereux. Eh bien, le Mars nous a déjà creusé des habitats qui nous reste plus qu'à habiter. Je vous en montre une qui est ici, alors celui-là il est vachement intéressant. Donc ça a été observé depuis l'espace, et donc là on a typiquement justement un de ces tubes de lave dont le plafond s'est effondré. Donc le tube se poursuit en haut à gauche, et donc on peut voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça me semble quelque chose de beaucoup plus prudent pour les premières tentatives de colonisation qu'un espèce de dôme en verre tout fragile qui protégera finalement de pas grand chose. Voilà. Un bar vénard, même sur la Terre, il n'y en a plus. Oui. Ah oui, on simule pas la distanciation sociale dans ce jeu. Ça c'est sûr. Voilà. Une dernière petite chose qui me fait dire que on va laisser les colons arriver et puis je vais terminer avec ça. Vous voyez que tous nos bâtiments ont maintenant été construits, les habitations sont bonnes.
L'épicerie, elle est bonne aussi. Le bar de l'espace, il est bon. Alors après, vous voyez sur la droite, on peut gérer combien de personnes on veut travailler à l'intérieur, suivant quelle plage, le matin, l'après-midi, le soir. Donc il y a tout plein de choses, on peut optimiser, certaines personnes seront plus adaptées pour sortir, pour faire des recherches scientifiques. Donc on peut vraiment faire plein de micromanagement avec tout ça, c'est assez chouette. Et on va faire atterrir notre vaisseau qui s'appelle Liberté. Voilà. Avec nos fameux colons qui vont arriver à la surface de Mars. Ça y est, l'instant est historique. Voilà. La porte s'ouvre et nous avons nos premiers colons, vous voyez, qui sortent. Alors, ils ont bien un vaisseau spatial. Vous voyez que la gravité sur Mars est relativement faible. La gravité sur Mars, elle est 3 fois plus faible que la gravité terrestre. Donc, évidemment, il faut faire attention à ça aussi. Donc là, on a chacun. On a Abdul Gupta, qui est colon, qui va être plutôt ingénieur. J'ai Mishti Khatri, qui va être botaniste, etc. Donc tout le monde est là, tout le monde est arrivé. Tout le monde se dépêche d'aller jusqu'à l'entrée qui se trouve là. Et puis une fois arrivé à l'intérieur, une fois passé le sas, on enlève les scaphandres et chaque personne va pouvoir aller faire son travail, se reposer, habiter les habitations, nourrir les autres, etc. etc. Donc voilà ce que je vous disais, là on a le petit côté les Sims sur Mars. Alors, là on a à peu près terminé sur cette partie du jeu. En plus il est 19h30, je suis assez content, j'ai fait à peu près ce que je voulais. Il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler, qui me gêne un petit peu dans le fait de construire des dômes sur Mars. Je vous avais dit que je parlerai un petit peu aussi des films de science-fiction. J'en ai justement un exemple. Une chose qui me paraît compliquée, c'est que justement ce dôme que l'on est en train de voir ici, ce dôme il est pressurisé. C'est-à-dire que pour que mes colons puissent vivre à l'intérieur, je vais m'approcher un petit peu d'eux, voilà, comme ça. Donc pour que mes colons puissent vivre à l'intérieur de ce dôme, il faut qu'il y ait une atmosphère terrestre, c'est-à-dire 80% d'azote, 20% d'oxygène, et surtout que tout ça soit fait avec une pression suffisante pour qu'on reproduise la pression terrestre de 1 bar, c'est-à-dire une pression qui est 100 fois plus élevée que la pression extérieure. Et ça me pose un problème, parce que ça veut dire qu'il y a une telle différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur que je ne sais pas comment on va faire tenir ce dôme en place sans qu'il explose sous la différence de pression. Et quand je dis qu'il explose, je pèse mes mots. Sur Terre, la pression atmosphérique de 1 bar, c'est quoi? C'est une force sur une certaine surface. Quand vous exercez une pression de 1 bar, c'est comme si vous appliquiez sur chaque centimètre carré de la surface d'un élément un poids de 1 kg. 1 kg par centimètre carré. D'accord? Imaginez une vitre de 1 mètre carré, comme ce qu'on a ici. On prend une vitre. D'un côté, on a une pression de 1 bar, de l'autre, on n'a quasiment rien. Alors on va dire qu'il n'y a rien du tout, histoire de simplifier les calculs. Ça veut dire que sur la face interne de la vitre, j'ai une pression de 1 kg par centimètre carré. Sur 1 mètre carré, des centimètres carrés, j'en ai 10 000. Ça veut dire que sur une simple fenêtre de 1 mètre carré, j'ai 10 000 kg de pression à l'intérieur, compensée par rien du tout à l'extérieur. 10 000 kg, ça fait 10 tonnes. 10 tonnes de pression d'air par mètre carré. J'aimerais qu'on m'explique en quoi est fabriqué ce dôme. Parce que rien de ce que je connais ne peut résister à une telle différence de pression.
Et c'est pour ça aussi que aller à l'intérieur de tubes de lave nous permet aussi de régler ce genre de problème, parce que quand on se trouve dans un tube de lave, eh ben, on a des roches qui sont beaucoup plus résistantes qu'une très mince fenêtre en verre. Ça y est, mes colons sont arrivés et on me dit que j'ai 10 jours. En fait, dans 10 jours, le jeu va me noter selon le bonheur des colons. Donc là, pour les premiers colons qui viennent d'arriver, j'ai 10 jours pour les rendre heureux. Et plus ils seront heureux, plus ensuite la Terre m'enverra facilement des éléments. Voilà. Et c'est sans compter le sablage des vitres avec les tempêtes. Rapidement, l'intérêt des dômes vitrés va se perdre. Oui, ça risque de rayer un petit peu le dôme. Pour terminer là-dessus, salut les fantômes. Bonne soirée. J'en ai pour 2 petites minutes. Je voudrais revenir sur un film que j'aime beaucoup, que j'adore regarder. Que j'adore regarder parce que j'adore râler en le regardant. Mais je continue à le regarder à chaque fois. Ce film, c'est lorsque Matt Damon se retrouve perdu seul sur Mars. Je voudrais vous parler d'une petite chose, de 2 petites choses. Alors, Matt Damon, il va faire 2 choses pour survivre, qui me semblent compliquées. La première, c'est qu'il va planter des patates dans le sol martien. Ce qu'on oublie, c'est que en réalité, le sol martien, en tout cas sa surface, ça on le sait parce qu'on a des robots qui étudient très rapidement la composition du sol martien. La surface du sol martien est bourrée de perchlorates. Les perchlorates sont des espèces chimiques extrêmement réactives dans lesquelles des racines de plantes n'auraient aucune chance de pouvoir pousser. Ça reviendrait plus ou moins à essayer de faire pousser une graine dans de l'eau oxygénée ou encore pire. Donc ça déjà en soi c'est un problème. C'est-à-dire que ici nos colons vont faire pousser des choses sur la Terre, Matt Damon le fait pousser. On a un vrai problème parce que le sol martien c'est pas de la Terre. Ce qu'on appelle la Terre sur Terre, c'est quelque chose déjà d'extrêmement biologique. C'est de l'humus. Il y a énormément de choses dans de la Terre. Il y a des micro-organismes, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des champignons. Et tout ça, ça participe à faire déjà un écosystème dans lequel les plantes vont pouvoir pousser. Sur Mars, le sol est complètement stérile et en plus bourré d'éléments chlorés, d'éléments très très réactifs. Aucune chance de pouvoir faire pousser des patates. Mais l'élément sur lequel je vais terminer, c'est que si vous vous rappelez bien, oui, la magie du cinéma, ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité, c'est-à-dire j'accepte de ne pas regarder ça d'un point de vue purement scientifique et j'écoute l'histoire. Et c'est ce que l'on fait lorsqu'on regarde n'importe quel film, suspension consentie d'incrédulité, que ça soit un James Bond, que ça soit n'importe quoi, on suspend notre incrédulité et on se laisse aller à ça. Dernière chose quand même, si vous vous rappelez bien, dans la base sur Mars de Matt Damon, il y a un problème parce que, pour une raison que j'ai oubliée, la porte d'entrée a sauté ou n'a pas été terminée de construire. Et donc pour que Matt Damon puisse vivre dans sa base, pour maintenir l'oxygène dans sa base, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre des sacs plastiques et mettre ces sacs plastiques autour de l'entrée pour garder l'oxygène à l'intérieur. Et là encore, on a besoin énormément de suspension consentie d'incrédulité, puisque en réalité, si on fait le calcul et qu'on regarde la pression de l'air à l'intérieur de ce plastique par rapport à la pression extérieure, là on a quelque chose comme 3 ou 4 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on a entre 30 et 40 tonnes de pression d'air d'un côté du plastique et quasiment rien de l'autre côté. Donc déjà que si on mettait du verre, le verre exploserait très facilement, alors c'est certainement pas des sacs plastiques qui vont maintenir une pression suffisante à l'intérieur de la base de Matt Damon. Voilà. Je voulais vous rappeler ces petits éléments parce que ça paraît quand même c'est toujours intéressant. Ça change rien au fait que ici dans le jeu on considère qu'on est dans le futur, donc peut-être qu'il existera un verre renforcé à base de nanotubes de carbone qui permettent de résister à tout ça. Le fait est que nous, eh bien, on a pu construire notre petite base, nos premiers colons sont arrivés et on va pouvoir maintenant continuer et terminer le jeu en allant exploiter justement ces fameux gisements souterrains et en essayant de maintenir tout ça à flot
J'en ai terminé pour aujourd'hui. Generali me dit, pour moi c'est le film Agence Touriste qui, au début ils font un looping avec hélico dans la zone morte. Non. Oui, alors tous les films, alors évidemment les films d'action encore plus, mais tous les films nécessitent de poser un petit peu son cerveau à côté. Et je le répète, ça change rien au plaisir que j'ai à voir et à revoir ça, même si j'aime bien râler quand je les regarde. Ça ne change rien au fait que ça permet toujours d'apporter des éléments, de pouvoir parler aussi à la fois du rêve, mais de la réalité. Donc le lien entre science et jeux vidéo, ou science et film, est toujours très intéressant à faire. Et rien que pour ça, je suis ravi d'avoir pu vous en parler aujourd'hui. Voilà. Eh bien, je vous souhaite merci, INS, une très bonne soirée à vous aussi. Je vous retrouve vendredi. Alors, vendredi, on aura une invitée spéciale, c'est Isabelle. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil d'ici vendredi, elle tient un blog absolument passionnant qui s'appelle Rêve d'espace. Allez chercher sur Google un blog spatial de Isabelle qui s'appelle Rêve d'espace. Elle se trouve aussi sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Son blog est très très intéressant. Il y a plein d'informations très pointues sur l'actualité du spatial. Et eh bien on la recevra justement vendredi prochain, donc ce vendredi là à 18h30, et on parlera de toutes les expériences extraordinaires qu'il a eues. Et Dieu sait qu'il lui est arrivé des belles choses dans sa vie pour pouvoir raconter autant de trucs sur son blog. Donc on parlera de tout ça cette fois-ci. Et puis on se retrouvera aussi lundi soir à 18h30 pour un Astronomer at Home, où là on parlera de canons à neutrinos. On reparlera de ces fameux neutrinos, mais encore d'une manière un petit peu différente. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Restez curieux et à très bientôt. Salut à tous!